Bonjour. Donc je me présente, Stéphane Potier, je suis de la société BA Automation, je suis responsable du marketing technologique sur les technologies dites ouvertes, donc que sont PowerLink et OpenSafety. Donc vous aurez une présentation de ces deux technologies aujourd'hui. Et je suis également représentant en France de l'organisme qui s'appelle EPSG, qui standardise et fait la promotion de ces deux technologies au sein des industriels et des universités également en France. Enfin, de par le monde, mais moi je suis représentant en France. Donc je vais vous présenter PowerLink. Alors les slides sont en anglais, donc c'est volontaire de ma part, hein. Moi je parle français pour que ce soit plus facile. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu un petit clin d'œil pour les étudiants, hein, pour montrer à quel point la langue anglaise est importante aujourd'hui dans la communication au niveau de la technologie. Alors, bon, les premières questions à se poser au niveau d'Ethernet, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un choix d'Ethernet aujourd'hui dans l'industrie? Donc c'est une bonne question, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de technologies qu'on appelle bus de terrain. Donc vous en connaissez très certainement, comme des Profibus, des Canon. Et aujourd'hui, ces technologies de bus de terrain ont des limitations, principalement en bande passante, mais aussi en topologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des limites sur les machines. Les applications sont de plus en plus gourmandes, hein, que ce soit en performance ou en ouverture au niveau de la topologie. Quand j'appelle topologie, hein, ça veut dire la distance, la répartition des différents équipements sur la machine. Et les nouvelles applications ont vraiment aujourd'hui une contrainte forte qui fait que les bus de terrain ne conviennent plus pour les machines vraiment aujourd'hui haute performance. Alors pourquoi Ethernet? Donc la première chose, c'est au niveau des performances. Donc ça permet un gain de performance qui est extrêmement significatif. Donc d'augmenter la productivité, hein, à la fois des machines, mais aussi, je dirais, en fin de chaîne, de la production elle-même. Hein. Et puis l'idée d'une technologie, c'est qu'elle doit être indépendante. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de se baser sur des technologies qui soient propriétaires. Donc, il faut vraiment dépendre de technologies qui soient complètement indépendantes. Donc non dépendantes d'une société, hein, c'est le plus important. Et puis, l'avantage, c'est que la R&D hein, sur cette technologie-là, sur Ethernet, n'est pas supportée par une seule société, mais c'est partagé par la communauté globale, mondiale, qui travaille sur les réseaux. Donc ça, c'est un investissement pérenne, qui est très important, parce que quand on fait un investissement de réseau aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard, mais le réseau est extrêmement important comme choix, puisque c'est le réseau qui va servir comme ce qu'on appelle le backbone, hein, c'est l'arête, hein, le nœud central, je dirais, de la machine. Maintenant, ça va être le réseau. Donc le réseau ne fait pas tout, hein, c'est une condition au fait de faire une bonne machine, mais avec un mauvais réseau, ou un réseau mal choisi, vous aurez de grandes difficultés aujourd'hui à faire une machine à haute performance. Alors quand on parle d'Ethernet, donc on le voit un peu ici voilà, donc on parle plutôt d'Ethernet standard. Hein. Donc l'Ethernet standard, c'est quoi? C'est l'Ethernet d'un laptop. Donc vous avez chacun un ordinateur à la maison, même si maintenant c'est pas mal remplacé par du Wi-Fi, mais il reste encore des câbles en termes de connectique physique qui sont basés sur l'Ethernet. Donc c'est ce qu'on appelle l'Ethernet standard, hein. C'est plutôt l'Ethernet orienté bureautique. Donc l'idée c'est de faire un échange entre plusieurs ordinateurs ou un ordinateur et un serveur. Donc ça a deux inconvénients, Ethernet. C'est que c'est vraiment designé à la base pour des applications bureautiques. Donc c'est pas fait du tout pour faire de la machine, ni pour faire de l'industrie. Alors il y a deux concepts qui ont été créés pour répondre aux besoins de l'industrie. Le premier c'est ce qu'on appelle Industrial Ethernet. Donc l'Industrial Ethernet c'est grosso modo l'Ethernet qui est un petit peu, alors je ne sais pas si le terme est correct en français, mais robustifié, enfin rendu plus robuste en tout cas, d'un point de vue mécanique principalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes de communication qui vont avoir des contraintes, par exemple de température de type industriel, qui vont mieux résister aux écarts de température importants, et puis aux vibrations, et aussi au niveau connectique, avec de la connectique dédiée au monde industriel. Maintenant, il y a un troisième concept hein, qui nous intéresse ici aujourd'hui, extrêmement important, qui est la notion de temps réel. Hein. Donc le temps réel, c'est quoi? Alors, on le verra un peu plus tard dans les différentes présentations, mais c'est la possibilité d'échanger des informations entre les différents équipements en temps réel. Donc on comprend bien que quand on envoie un mail sur un serveur ou quand on fait du web, il peut y avoir des écarts de temps importants. On est tout à fait capable d'attendre une demi-seconde, voire une seconde, une réponse d'un serveur. Par contre, on imagine bien qu'un robot qui va être en train d'attraper une pièce sur une pièce mouvante en déplacement, avec une précision de quelques micromètres, à ce moment-là, il est hors de question d'avoir un retard sur le temps qui était prévu. La pièce, il est prévu qu'elle soit là à t égale 0. Le robot doit être à cet endroit à t égale 0. Il ne peut pas arriver avec quelques microsecondes de
retard, parce que s'il arrive avec du retard, la pièce ne va pas être là où elle est supposée. Donc aujourd'hui, cette notion de temps réel, Ethernet temps réel industriel, est très important parce qu'il est capable d'être utilisé ici sur ce schéma-là. On voit, il y a le niveau, donc c'est un peu un niveau hiérarchique d'entreprise, où on a en bas le niveau contrôle avec les capteurs, les actionneurs, les robots, les caméras, tous ces équipements-là. Le niveau process, donc là c'est la communication au niveau du process, plutôt la communication inter-automate. Et puis la communication site. Ce qu'on voit aujourd'hui ici, ces trois niveaux sont remplis avec de l'Ethernet complètement. C'est-à-dire qu'on a de l'Ethernet aujourd'hui de la salle de contrôle jusqu'au capteur et actionneur. Mais tous les Ethernet ne sont pas bons. L'Ethernet standard, il est OK pour la salle de contrôle. Par contre, il n'est absolument pas bon pour le niveau du process et de la machine. L'Ethernet industriel, il est OK au niveau du process. Par contre, au niveau du contrôle, il ne va pas contenir. Il ne va pas convenir parce qu'il n'a pas de caractéristiques temps réel. Donc seul aujourd'hui l'Ethernet temps réel industriel est capable d'apporter une solution dans l'entreprise à tous les niveaux et jusqu'au niveau du capteur. Alors pourquoi PowerLink? Donc il existe plusieurs solutions d'Ethernet temps réel aujourd'hui sur le marché. Il n'en existe pas 50 000, il existe grosso modo 5. Il y a différentes approches pour résoudre cette problématique du temps réel. Alors PowerLink, son avantage, ici, c'est ce point numéro 3, là, c'est basé sur l'Ethernet standard. Alors c'est très important, pourquoi? Parce qu'en fait, on est basé sur, au niveau physique, de l'Ethernet standard. On n'a pas été modifié le protocole Ethernet pour atteindre ces performances temps réel. Alors c'est extrêmement important, pourquoi? Parce que si on l'a vu, pourquoi on choisit Ethernet, c'est pour être basé sur un standard et pour ne pas avoir à supporter de la R&D dédiée, avec, je dirais, d'être obligé de faire un hardware spécifique. Là, on voit bien que si jamais on se dit, voilà, pour l'Ethernet temps réel, on va dire, on va casser la couche Ethernet pour aller faire un Ethernet dédié, on perd l'avantage même de pourquoi on a choisi l'Ethernet. Donc ça, c'est une question relativement clé à se poser. Et pour moi, c'est le critère numéro 1, basé sur l'Ethernet standard. Bon, bien entendu, c'est des performances aujourd'hui maximum qu'on peut atteindre avec l'Ethernet. Une ouverture complète, c'est un standard qui est complètement ouvert, qui est en grande majorité open source, qui n'a pas de licence, pas de brevet, et qui est ici designé pour ce qu'on appelle l'automatisation intégrée. Donc l'automatisation intégrée, ça va être le thème de cette journée-là. Donc il y a différents industriels qui vont présenter leurs solutions. Et vous allez voir à quel point il est important aujourd'hui d'avoir de l'automatisation intégrée, c'est-à-dire d'avoir tous les équipements qui sont intégrés sur un seul et même réseau. Et puis, cerise sur le gâteau, aujourd'hui, c'est le réseau le moins cher du marché. Alors quelque chose qui est assez important ici, on l'a vu tout à l'heure, on a les trois niveaux, site, process, contrôle, et chaque réseau ici va être plus ou moins à l'aise dans certains domaines. Alors on le voit par exemple, il y a des réseaux type Sercos ou Ethercat, qui sont des réseaux Ethernet industriels, temps réel également, qui eux sont des réseaux plutôt dédiés motion control, contrôle rapide, et qui vont être relativement peu performants au niveau du process. A l'inverse, il y a des réseaux type Ethernet TCP/IP, standard, donc là c'est un standard qui va être OK pour faire du process, mais pas du process très rapide, et qui va être en tout cas incapable aujourd'hui de faire du niveau contrôle. Après, il y a d'autres protocoles type Ethernet IP et Profinet qui vont être capables de faire du site jusqu'au contrôle, mais au niveau performance, ils vont pas être capables d'aller extrêmement bas en performance, en tout cas dans leur version actuelle. Et on voit ici qu'il y a un réseau ici qui est très intéressant, qui s'appelle PowerLink, qui est capable d'aller au niveau des performances au plus rapide, et qui est capable aussi d'aller au plus lent au niveau process. Et après, au niveau site, là il n'est pas forcément intéressant d'avoir un Internet industriel, puisque là on parle de salle de contrôle avec les ordinateurs, les imprimantes, et là l'Ethernet standard convient, puisque on est dans une salle de contrôle, on n'est pas dans un environnement industriel. Donc ça, c'est l'avantage de PowerLink, c'est qu'il a ce spectre d'applications qui est extrêmement large. Alors les parts de marché de PowerLink, donc aujourd'hui c'est leader des Ethernet temps réel industriels. Vous avez sur ce camembert les parts de marché des différents Ethernet mondiales dans le monde en 2009. Donc avec les grosses parts de camembert, je dirais Ethernet IP et Profinet, qui ont les plus grosses parts de marché, mais qui ne sont pas des solutions temps réel. Donc, les solutions temps réel existent sur Ethernet IP et Profinet, mais elles sont vraiment relativement récentes, et leurs parts de marché ne sont pas significatives encore. Modbus TCP, ici, qui occupe une part de marché relativement importante, mais qui n'est également pas temps réel. Donc la première aujourd'hui technologie temps réel ici, c'est PowerLink, qui avait 11% de part de marché en 2009.
le suivant était Ethercat avec 4% de part de marché, et puis ensuite on avait là-dedans tout un tas de réseaux qui suivent tant bien que mal. Et une nouvelle étude qui vient de sortir en 2011. Donc attention, c'est pas tout à fait le même type d'information. Ici, on parle de nouveaux nœuds installés. Hein. Ça, c'est les nouveaux nœuds installés en 2011. Donc on voit que Profinet et Ethernet IP ont toujours une belle croissance, hein. Ça c'est clair. C'est des réseaux à large gamme d'utilisation qui ne sont pas aujourd'hui utilisés, encore une fois, pour le temps réel. On voit PowerLink, ici, est toujours leader en termes de croissance. C'est-à-dire que ça, on voit, grosso modo, ce camembert-là, ce n'est pas la base installée, hein, ça va être la croissance, parce que c'est des nouveaux nœuds. Et donc on voit que PowerLink est le leader des Ethernet industriels, et qu'en plus, en 2011, sa croissance est toujours la plus importante. Donc il continue à accentuer son avance par rapport aux compétiteurs. Donc les compétiteurs ici sont Ethercat et Sercos. Donc on voit qu'Ethercat avait 4% de part de marché, avec une croissance aujourd'hui de 4%, et PowerLink est bien devant, avec 11% de part de marché, une croissance de 8%. Donc aujourd'hui on a 2800 OEM, donc les OEM, je ne sais pas si les étudiants connaissent ce terme-là. Un OEM c'est un constructeur de machines, hein, qui va faire du business répété, hein, il va construire de nombreuses machines par an. Donc généralement quand il fait un choix de PowerLink, ça va être plusieurs milliers de machines qui vont sortir avec le réseau PowerLink sur le marché. Et on estime aujourd'hui à peu près 600 000 systèmes PowerLink installés. Donc un système, hein, ça peut être une toute petite machine, comme une très grosse machine avec plusieurs centaines d'axes. Donc un fait important aussi qui positionne PowerLink relativement fortement sur le marché, qui va positionner encore plus cette nouvelle hein, du mois dernier, hein, qui est à peine un mois, c'est que le standard PowerLink vient d'être standardisé en Chine comme standard Ethernet industriel. Donc il y a différents standards en Chine, hein. Il y a des standards qui s'appellent GBZ, qui sont les standards qui ne font que reconnaître une technologie. Il y a des standards qui s'appellent GB, qui sont des standards obligatoires. Donc par exemple, les dimensions d'une prise de courant, hein, ça va être un standard obligatoire, tous les produits électriques doivent être conformes à ce standard-là. Et puis il y a des standards qui s'appellent les recommended standards, donc c'est les GBT, qui vont être des standards sur lesquels on va dire, voilà, si vous utilisez par exemple un automate ou un capteur et que vous voulez faire d'Ethernet, bah, le standard préconisé c'est PowerLink. Donc ça c'est extrêmement important parce que ça met PowerLink au même niveau que le TCP/IP au niveau des standards recommandés. Donc ça va faire une explosion claire du marché PowerLink à la fois en Chine mais aussi dans le monde. Donc comment ça marche PowerLink? On va se poser un petit peu de questions. Comment est-ce qu'on arrive à atteindre le déterminisme? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui empêche le déterminisme sur les réseaux Ethernet standards, c'est ce qu'on appelle le mécanisme CSMA-CD. Donc c'est un mécanisme qui va détecter les collisions, puisque sur Ethernet, n'importe qui parle quand il le souhaite. Donc ça va créer des collisions, et ces collisions vont être détectées par les équipements, et les équipements vont retransmettre l'information après un délai aléatoire. Donc comme vous imaginez bien, le mot aléatoire n'est pas bien cohérent par rapport à du temps réel, hein, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que l'information va être émise. Et donc pour se protégé de ce mécanisme-là, PowerLink utilise un mécanisme dit de polling, c'est-à-dire qu'il va lui-même interroger les esclaves les uns derrière les autres, et les esclaves ne vont pas avoir l'autorisation d'émettre une information sans être demandée par le maître. Donc ça c'est un moyen simple et efficace d'atteindre le temps réel. Alors il y a d'autres moyens qui peuvent être remontés par la concurrence. Certains disent oui mais nous on a du switch, on est en full duplex, on n'a pas de collision. Alors, la réponse est oui, on n'a pas de collision sur le câble, mais par contre il est clair qu'au niveau du switch, on inclut des mécanismes qui s'appellent des mécanismes de file d'attente, hein, puisque à un instant T, on imagine très bien un switch 16 ports. Si à un instant T, il y a deux abonnés qui veulent parler sur deux ports différents, le switch va bien être, à un moment donné, obligé d'aller mettre ces messages dans les files d'attente et les émettre les uns après les autres. Donc on a aussi un délai qui va être non acceptable pour tout un tas de systèmes en temps réel. Donc aujourd'hui, ça c'est la solution, je dirais, du marché la plus pragmatique et la plus simple de faire du temps réel. Donc c'est un mécanisme basique et robuste, c'est ce dont on a besoin dans l'industrie. On n'est pas dans l'IT ici, hein, on n'est pas dans une salle informatique, on est sur une machine qui va pétrir du pain, une machine qui va contrôler un moteur. Donc tout ça, c'est des choses extrêmement importantes au niveau maintenance. On n'a pas d'ingénieur IT de disponible quand on met au point la machine. Donc il faut que le mécanisme soit simple et robuste. Et généralement, les systèmes à base de switch un petit peu trop compliqués qui essaient de faire du temps réel, ben, c'est pas bien adapté parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend comment ça marche. Et pour aller mettre au point une machine sur ces mécanismes-là, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui rester très pragmatique, robuste
et basique est important. Donc comment ça marche? Il y a un système qui s'appelle un système cyclique. Hein, donc cette représentation-là est un cycle, et ce cycle se répète à l'infini. Et dans ce cycle, on a un premier message qui s'appelle SOC, qui est une synchronisation globale de tous les esclaves du réseau. Et ensuite, on voit le maître va interroger les esclaves les uns des réseaux, donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à N. Et donc là, ce qui est très important en puissance, on peut imaginer, on a 100 mégabits par seconde, et chaque message ici peut faire jusqu'à 1500 octets. Donc on a vraiment beaucoup de transferts d'informations qui peuvent être faits, surtout les nœuds. On peut avoir des gros systèmes, on a des systèmes jusqu'à 30 000 entrées-sorties. En réel, hein, au niveau théorique, on peut aller jusqu'à 460 000 entrées-sorties sur un réseau pour ligne. Aujourd'hui, moi j'ai vu les plus gros systèmes que j'ai vus, c'est avec 30 000 entrées-sorties, ce que j'ai quand même. Et ici, on a une phase qu'on appelle asynchrone, dans laquelle on transite tout ce qui est données non critiques. Donc des données standards de téléchargement de firmware, de page web par exemple, intégrée. Tout ce qu'on peut faire avec de l'Ethernet complètement standard, ici peut passer dans cette fenêtre dédiée. Donc là on a la partie temps réel, et là on a la partie dédiée. Données non temps réel. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans la technologie, mais juste deux points importants hein, pour montrer à quel point la technologie est efficace. On a ce qu'on appelle la communication directe d'esclave à esclave. Donc ça c'est très important parce qu'il est important, par exemple, hein, si on a des axes synchronisés les uns avec les autres, d'avoir une communication directe. Donc c'est-à-dire que chaque abonné, comme on l'a vu plus tard, va émettre ses données suite à la demande du maître, mais par contre il va émettre ses données envers tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde sur le réseau va discuter avec tout le monde. Donc ça c'est extrêmement efficace comme mécanisme de communication, parce qu'en un seul cycle, tout le monde a l'information de tout le monde. Donc si on veut par exemple un moteur a besoin d'informations d'un capteur et qu'un autre capteur a besoin d'informations du premier capteur, quand le capteur émet ses données, il les émet pour tout le monde. Ça, c'est extrêmement efficace en termes de communication. Ça permet des architectures centralisées ou décentralisées, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout passer par le maître, on n'est pas obligé d'avoir un gros automate maître qui va gérer toutes les communications de tout le monde. On peut avoir un petit maître sur un petit écran, un panel PC par exemple, et les esclaves vont s'échanger les informations entre eux sans repasser forcément par le maître. Une deuxième fonctionnalité importante, hein, c'est ce qui s'appelle le multiplexage. Alors, on va le voir sur le slide d'après ou dans 2 slides, ce qu'est l'automatisation intégrée. Et l'automatisation intégrée, c'est-à-dire qu'on met tout sur un seul et même câble, grosso modo, et on va échanger des informations très différentes sur ce réseau. Donc on va avoir par exemple un capteur de température qui va être sur le même réseau qu'un moteur, ou qu'un contrôleur de moteur. Donc le contrôleur de moteur, par exemple, va avoir besoin d'échanger ces informations toutes les 400 microsecondes. On imagine bien que le capteur de température, échanger des informations de température toutes les 400 microsecondes, ça n'a pas de sens. Donc ça va dépendre de la courbe de température, mais généralement un échange toutes les 500 milli est suffisant. Donc là, ce qu'on va être capable de faire avec PowerLink, c'est de multiplexer les données. Donc on va dire par exemple, il y a un capteur ici qui ne va pas forcément échanger ces données tous les cycles, mais tous les 4 cycles par exemple. Donc ça c'est très bien parce qu'on peut dire 4, 5, 10, 100, tous les 100 cycles, hein, on va avoir un capteur qui va dire moi j'ai une donnée qui n'est pas très récurrente en termes de rafraîchissement, donc un rafraîchissement toutes les secondes va suffire. Donc il va dire moi j'ai mis une information tous les 1000 cycles, et puis un autre capteur qui dit attention, moi, mon information elle est importante, il faut que j'échange toutes les 100 microsecondes. Ben, lui il va émettre par exemple son information tous les cycles. Donc on est capable de faire cet échange-là qui utilise la bande passante de manière extrêmement efficace. Une deuxième fonctionnalité qui est importante aussi, ce qu'on appelle le pole response chaining, donc qui est une fonctionnalité récente de PowerLink, qui est ici la possibilité que tous les esclaves émettent leurs trames les uns après les autres, sans être interrogés par le maître. Donc ça, c'est très efficace dans le cadre où on a beaucoup d'esclaves et peu de données à échanger avec ces esclaves. Donc ici, le maître va envoyer une trame qui va être reconnue par les esclaves vont envoyer leurs trames les uns derrière les autres en regardant chacun quand passent les trames des voisins. Et ce qui est très impressionnant dans cette fonctionnalité-là, c'est que le temps ici, entre deux trames, est le plus court possible au niveau d'Ethernet, c'est-à-dire c'est 960 nanosecondes. Donc là, on a des temps de trame qui sont extrêmement efficaces, et là, on utilise la bande passante d'Ethernet encore de manière plus efficace dans ce cas-là. Donc là, c'est utilisé principalement pour les contrôles de position et de courant, mais ça peut être utilisé pour tout. Et on voit que l'intérêt de PowerLink, c'est qu'on reste compatible avec le mode normal, et donc on peut avoir un mix des deux features sur le réseau. Donc au niveau de PowerLink, ce qui est important, c'est une opération, une utilisation extrêmement facilitée. Donc on a ce qu'on appelle le hot plug. Donc le hot plug, c'est être capable sur un réseau
d'enlever un équipement sans aucune interruption du réseau. Donc on va être capable, par exemple, s'il y a un équipement qui est optionnel, hein, qui va être en panne, on va être capable de l'enlever, de le remplacer, la machine continue à tourner. Sans aucun impact sur le temps réel de la machine. On va être capable, par exemple, sur une machine modulaire, une machine qui va avoir deux parties, d'aller plugger une partie d'un module sans avoir à arrêter l'autre partie. Donc ça c'est très important parce qu'il y a certains réseaux qui n'ont pas ces fonctions-là. Et typiquement, alors je crois qu'il y a un exemple donné par Asco Pneumatics, je ne sais pas s'il sera donné ici, il a été donné sur une conférence précédente. Mais sur un robot qui va par exemple changer un outil, il va être lui capable d'aller changer son outil. Avec la fonction de plug, on peut le faire ici en temps réel sans aucune perte de temps. Au niveau de la flexibilité, donc là, comme on est basé sur des tarifs standards, on est complètement libre, donc on peut faire une flexibilité complète, on peut avoir des architectures en ligne, des architectures en étoile, en anneau, en arbre, tout type d'architecture avec soit du fibre, câble ou autre. Alors ça, voilà ce qu'est l'architecture, ce qu'on appelle l'automatisation intégrée. Donc ça, c'est un concept extrêmement important, hein, ça qu'il faut bien voir, c'est là où l'industrie est en train d'aller aujourd'hui. Très fortement. On le voit ici avec les 5 partenaires hein, qui poussent ce concept-là. Mais c'est vrai, je dirais que dans 2 ans, toutes les machines seront sur ce concept-là. Donc le concept, c'est quoi? C'est d'avoir un seul et même câble, donc un seul et même réseau, sur lequel on va tout mixer. Des entrées-sorties, des capteurs, des robots, la sécurité, le motion control, la vision, les automates, la visualisation, les systèmes pneumatiques et tout ce qu'on peut imaginer comme composant d'automatisme. Donc là, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on est en train de, je dirais, tout mettre sur un seul et même réseau, et ce réseau-là, lui, va devenir la clé du système. C'est-à-dire que ce réseau-là est très important aujourd'hui. Un réseau ici qui n'est pas temps réel, par exemple, va être incapable de gérer la robotique et du motion control. Un réseau qui va être que motion control, donc un réseau dédié motion control, ne va pas être capable de faire de la vision et de la visualisation. Donc c'est très important d'avoir un réseau, c'est pour ça qu'on l'a vu un petit peu plus tôt, un PowerLink, lui, permet de mixer sur un seul et même réseau tout ce type d'informations. Et aujourd'hui, c'est le seul réseau au monde à pouvoir le faire. Alors une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un réseau PowerLink. Il n'y a pas de son, je suis désolé. Très bien. Pas très intéressant ça. Donc là, on voit sur cette machine. On voit sur cette machine-là, hein, c'est un exemple, hein, c'est pour un salon, hein, c'est pas une vraie machine, c'est une machine de démo. Hein. On va avoir 3 robots, 4 robots différents hein, qui vont travailler avec, vous voyez, la précision qu'il faut ici hein, pour attraper. On peut l'arrêter. Alors, là, ça peut lui s'arrêter. Alors, ce qui est. Ah, c'est pas revenir. Bon, c'est pas grave. Le PC qui a un peu de mal. Mais ça, c'est typiquement un système de montant réel. Hein. C'est Windows. Donc, on rigole, aujourd'hui, il y a plein de machines qui sont basées sur les systèmes Windows. Hein. À part les virus, vous voyez une machine comme ça qui s'arrête au bout d'un certain temps, on ne sait pas pourquoi, c'est embêtant quand on est en production. Donc là, on a différents types de robots. On a un robot Stobi, par exemple, puis d'autres types de robots. Et vous voyez, qui vont aller attraper des. Ah, c'est marrant ça, le laser fait arrêter la vidéo. Donc c'est intéressant. Très intéressant. Bon, plus arrête de toucher le laser. Je ne sais pas encore le laser. Hop. Pas y toucher. Donc les robots, vous voyez, ils vont attraper ici des balles hein, qui sont en mouvement. Donc la précision des mouvements est extrêmement importante. Donc, on a aussi, on le voit sur le même réseau, on va avoir une caméra, là, ici, qui est là, qui va aller regarder la couleur de la balle pour la mettre dans les bons endroits. On va avoir la pneumatique, hein, bien entendu, hein, derrière. On a aussi la safety, on va voir ici, par exemple, la personne met la main ici, vous voyez, regardez. Ici, tout au niveau de la machine ralentit. On a ce qu'on appelle la Safe Limited Speed. Donc ça, on verra dans la présentation la dernière présentation de la journée, hein, ça s'appelle la Safety, Open Safety. Donc on voit que sur cet exemple-là, on a un seul et même câble hein, qui est capable de tout faire, à quelle vitesse vont communiquer les LED aussi, hein, qui montrent la vitesse au niveau temps réel. Toutes les LED aussi sont contrôlées hein, par PowerLink. Donc on voit quand même la puissance de ce type de réseau. On est là, dans cette machine-là, avec un seul câble. On n'a pas différents réseaux.
Donc au niveau performance, alors une petite étude qui a été faite, alors je ne vais pas la aller en détail, mais on a aujourd'hui eu beaucoup de communication qui a été faite sur les performances du réseau concurrent, je veux dire, qui s'appelle Ethercat. Bon, ici on a refait un petit peu des chiffres et bon, la conclusion un peu de cette étude-là, sans aller trop précisément, c'est grosso modo pour certains systèmes, on est assez proche en performance. Et par contre, pour ce qu'on appelle le motion décentralisé, ce qui est très important aujourd'hui, c'est vraiment du motion control où tout n'est pas à la direction du maître, mais il y a de la communication vraiment entre axes. Bah, PowerLink est 2 fois plus performant. On voit ici, il a des temps de cycle 2 fois plus courtes qu'Ethercat. Donc l'image que peut avoir l'Ethercat dans le public, qui est de dire c'est le réseau le plus rapide, qui a été un message marketing extrêmement fort, ne se trouve pas conforté par les mesures qui sont faites. D'ailleurs, en parlant de ça, on a un record mondial de performance avec le réseau PowerLink qui a été établi l'an passé en Allemagne. Et on voit, donc cette machine-là, c'est une très grosse machine, c'est une étireuse de film plastique. Pour voir à peu près l'échelle d'un homme, c'est à peu près la moitié de ce petit bloc-là. Donc là, c'est une machine assez importante en taille. Et tous les axes ici sont synchronisés entre eux, avec un temps de synchronisation de 400 microsecondes. Et on a quand même sur cette machine 728 axes. C'est le genre de système qu'on peut faire avec PowerLink, qui est quand même relativement important. Alors, une fonctionnalité importante de PowerLink, c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité. Donc aujourd'hui, les machines, la production d'une machine, c'est très important. Il est hors de question qu'une machine s'arrête, que la production d'une machine s'arrête, quel que soit le problème qui peut se passer. Donc on peut avoir ici des systèmes, ce qu'on appelle la redondance simple, un type anneau, où s'il y a un câble qui casse, ou qui se déconnecte, à ce moment-là, la machine continue à fonctionner. Bon, ça c'est le système le plus basique qu'on puisse imaginer. Après, il y a des systèmes beaucoup plus complexes avec PowerLink, puisque PowerLink est utilisé par exemple pour les systèmes de contrôle de centrales électriques. Ça peut être utilisé aussi pour le ferroviaire, pour le maritime. Et donc là, on a des systèmes extrêmement disponibles, ce qu'on appelle la haute disponibilité. C'est ce qu'on va retrouver dans des contrôles de train, potentiellement des contrôles d'avion, ce genre de choses. Où là, on va avoir des réseaux qui sont complètement dupliqués, donc il y a absolument duplication de tous les éléments du réseau. Des maîtres et des esclaves qui vont potentiellement être dupliqués. Donc là, quelle que soit la faute dans le réseau, que ce soit un automate qui tombe en panne, que ce soit un réseau qui casse, un composant réseau qui casse, un capteur qui casse, la machine continue à fonctionner. Et ce qui est très important, c'est que le diagnostic est complet, c'est-à-dire que quel que soit l'équipement qui va casser dans le réseau, on va avoir l'information au niveau de la salle d'opérateur qui dit attention, cet équipement-là vient de tomber en panne, la machine continue de fonctionner, mais il faut penser à le réparer pour pouvoir s'assurer qu'il y ait de la continuité de service. Donc ça c'est très important, ce qu'on a ici c'est no downtime. On n'a pas d'arrêt de production de la machine grâce à PowerLink. Alors un point intéressant, c'est que c'est aujourd'hui le plus faible coût PowerLink. Donc là on a une comparaison en termes de coût du matériel nécessaire pour faire tourner un réseau. Donc on le voit, c'est 9,2 $, c'est le chiffre le plus bas. Ici c'est pas que ça vaut 0, c'est juste que c'est difficile à estimer. Mais on est en tout cas au moins avec ce réseau-là, je dirais aux alentours de 15 $ également. Donc on voit qu'on a quand même, ça va dépendre de l'équipement, mais pour un capteur qui va coûter une cinquantaine de dollars, on voit que ça peut être déjà un coût important, 9 $ à rajouter sur cet équipement-là. Mais ce genre de coûts-là sont encore plus importants. Donc au niveau pour les projets, c'est le réseau le moins cher au niveau de l'implémentation. Chose importante, on le voit ici, donc pas de licence, pas de brevet, ça c'est très important. Au niveau de l'EPSG, nous on fait la promotion extrêmement forte des technologies ouvertes. Toutes nos technologies sont open source, vous pouvez les télécharger sur internet et les utiliser dans vos produits. Donc au niveau de l'infrastructure, je suis dans le temps à peu près. Donc au niveau des infrastructures, PowerLink, comme j'ai indiqué, est basé sur les termes standards. Donc il peut utiliser n'importe quel type d'équipement, que ce soit des hubs, des switches. On va le voir sur le slide d'après, il faut faire attention aux switches. Donc j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi. Il est bien entendu compatible avec tous les médias, que ce soit du cuivre, de la fibre optique ou du sans fil. Et il n'a aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut avoir des réseaux, il y a des réseaux PowerLink aujourd'hui avec de la fibre optique où on a une distance, par exemple, entre l'automate et le capteur de 40 km. Ça pose aucun problème avec les réseaux type PowerLink. Donc les hubs et les switches. Alors déjà, est-ce que quelqu'un, au niveau des étudiants, tiens, pour poser une question des étudiants de la salle, sait la différence entre un switch et un hub?
c'est un switch. Ouais, allez-y plus fort. Non, n'ayez pas peur, vous avez le droit de dire des erreurs. C'est simplement reconnaissance de gradation, donc ça permet de faire un adressage direct. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait du routage, parce que pour du routage, c'est un routeur, mais c'est le concept, c'est celui-là, ouais, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre un peu l'histoire d'Ethernet. Alors, je vais faire un peu l'historique d'où vient Ethernet, parce que c'est important. Donc, au départ, Ethernet, hein, c'était un câble, et chacun allait se connecter sur le câble, d'accord? Donc, quand on avait un équipement sur Ethernet qui avait un problème électronique, hein, ce qui arrivait assez souvent dans les années 70, parce que Ethernet, il faut quand même voir que c'est né en 1972, hein, donc c'est une technologie assez ancienne. Et à cette époque-là, l'électronique n'était relativement pas fiable, hein, ça c'est clair. Et donc quand on avait un composant électronique sur une des machines qui était connectée au réseau et que ce composant-là avait une défaillance électrique ou électronique, il allait polluer tout le réseau. Et donc on perdait le réseau. Donc c'était relativement inacceptable. De plus, quand on allait un peu loin en termes de distance, on avait une perte du signal hein, qui se faisait sur les câbles, et donc on ne pouvait pas aller très loin. Donc on a introduit des notions à ce moment-là de répéteurs, et ensuite de répéteurs hub. Donc l'objectif de ces équipements-là, au niveau je dirais, de la communication, c'était de faire une séparation électrique de tous les différents composants. Donc d'être capable, s'il y a un composant électronique, par exemple, qui tombe en panne, une carte de communication sur un équipement qui tombe en panne, il ne perturbe que lui. Le hub va aller le séparer d'un point de vue électrique et le reste du réseau Ethernet va continuer à fonctionner. Donc ça, c'était la première révolution importante. Ensuite, la deuxième révolution qui a été faite, c'était justement d'introduire les switches. Alors pourquoi? Parce que l'Ethernet, il faut voir à quoi ça sert l'Ethernet. Hein. L'Ethernet, ça sert sur ce PC-là à aller faire du web ou du mail. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une communication généralement type client-serveur, d'accord? Et surtout d'un ordinateur qui se trouve ici sur un serveur qui se trouve relativement distant. Donc le switch, sa première fonction, c'était de dire ça ne sert à rien si on est dans une salle avec 30 ordinateurs, donc il y a 30 étudiants dans une salle par exemple, chacun a son ordinateur. Généralement, à part peut-être avec le chat, et encore le chat aujourd'hui ça passe par des serveurs, mais les gens ne se communiquent pas entre eux, ils vont aller sur un serveur. Donc il n'y a pas besoin, au niveau d'un composant électronique, que tout le réseau soit partagé. Donc c'est pour ça qu'on a introduit le switch, c'est pour dire le switch, lui son rôle ça veut dire, bah, là moi je suis connecté sur un brin du switch avec cet ordinateur-là, et les messages ne vont pas être envoyés à tous les autres ordinateurs du réseau, mais uniquement au serveur. Donc le switch, son rôle, ça va être de regarder quelle est la source, quelle est la destination, et d'envoyer le message que sur le bon port. Donc le port souvent du serveur. Et le serveur, quand il répond, le switch va dire à qui est destiné ce message, il va l'envoyer que sur l'ordinateur qui va bien, il ne va pas l'envoyer à tout le monde. Donc ça, c'était la première évolution du switch. La deuxième évolution du switch, c'était de dire, tiens, quand on a un serveur qui est aux US, on lui envoie une trame, ce serait peut-être pas mal de vérifier si la trame est correcte avant de l'envoyer aux US. Parce que ça prend du temps, elle est là-bas, et puis là-bas, le gars va recevoir une trame erronée, il va renvoyer en disant, tiens, la trame, elle n'est pas bonne. Bon, on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de bandes passantes sur le réseau transatlantique. Donc il y a une deuxième évolution du switch qui était de dire non seulement je regarde à qui est destinée cette trame et je l'envoie que sur le bon port, mais surtout je l'envoie que si la trame est bonne. Donc on va aller vérifier ce qu'on appelle le CRC, hein, qui est le code de redondance cyclique en fin de trame. Donc là, tout ça pour dire que l'évolution, ça a été d'abord juste un câble, ensuite un hub pour éviter les perturbations, je dirais, d'un équipement électronique qui tombe en panne. Ensuite, ça a été le switch. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller envoyer le message au serveur et pas l'envoyer au copain. Et ensuite, le switch, qu'on appelle ici la technologie store and forward. Hein. Pourquoi store and forward? C'est que le CRC, il est à la fin de la trame. Donc pour pouvoir vérifier que la trame est bonne, il faut attendre toute la trame, attendre le CRC qui se trouve à la fin, vérifier qu'il est bon, et une fois qu'il est bon, on commence à réémettre la trame. Donc on a le mécanisme qu'on appelle le store. Donc on bufferise la trame, on vérifie, et une fois que la trame est bonne, on la forward, on la transmet. Alors, donc ça paraît la destinée normale. Après, on parle des routeurs et des choses qui va bien. Hein. Là, on est dans le monde IT. Hein. On est dans le monde d'un PC qui va communiquer avec un routeur. Alors, ça a quand même des inconvénients, ces technologies-là. La première, c'est que le store and forward switch, comme je viens de le dire, il est obligé, lui, d'acquérir la trame entièrement avant de la retransmettre. Et ça, au niveau temps réel, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la taille de la trame, ça va faire un délai entre 5 et 122 microsecondes. Donc ça, mine de rien, c'est pas grand-chose. Quand on
sur un routeur, quand vous allez faire du mail, si la trame perd 122 microsecondes, vous ne le verrez pas. Par contre, quand on va être sur un réseau déterministe en réel, on va le voir. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a des réseaux dont le temps de cycle est 100 microsecondes. C'est-à-dire que tous les abonnés s'échangent toutes les informations en 100 microsecondes. On imagine bien que si on met un équipement comme ça au milieu qui, lui, rien que le fait de dire je regarde la trame, elle est OK, je la transmets au copain, et ça met 100 micros, voire 122 micros, c'est pas du tout compatible avec ce qu'on veut faire aujourd'hui au niveau temps réel. Donc ces switches-là, qui sont aujourd'hui 99,99% des switches du marché, voire un peu plus même, ne conviennent pas aux besoins d'automatisme temps réel moderne. Alors c'est un problème. Donc il y a des anciens switches, les premiers, que je vous ai indiqués, qui eux étaient utilisés uniquement pour dire à qui est destiné la trame et je l'envoie, mais qui ne vérifient pas le CRC, s'appellent les switch cut-through. Donc eux, ils vérifient seulement l'adresse MAC, en Ethernet on a l'adresse MAC, on appelle, qui est à qui est destinée cette trame-là. Donc lui, il ne vérifie que ça. Il est très rapide du coup, lui, c'est inférieur à 3 microsecondes. Donc ça correspond bien aux besoins qu'on a aujourd'hui dans l'industrie. Par contre, comme vous voyez ici, c'est not very common. On n'en a pas beaucoup sur le marché, voire très peu. Et les hubs, alors les hubs, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'interprètent pas du tout les données. Ils ont un forward délai de 20 nanosecondes. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut pour les réseaux industriels. Malheureusement, aujourd'hui, le monde de l'IT nous dit « Ah, ça, c'est une technologie qui est morte. Ça n'existe plus. » Pourquoi? Parce que c'est vrai que pour l'IT, ici, on est toujours en train de monter dans les performances. On a maintenant, n'importe quel réseau, il y a du VLAN, il y a tout un tas de fonctionnalités dans les switches. Alors, bon, c'est pas compliqué, c'est exactement les besoins du monde IT. Mais le problème, c'est que le monde IT n'a pas du tout les mêmes besoins que le monde des automates et des automatismes. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, nous, pour PowerLink, c'est que le hub, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est extrêmement rapide, donc c'est très compatible avec le temps réel, et c'est le choix préféré pour les réseaux PowerLink. Alors après, donc, la question est, est-ce qu'on trouve beaucoup de hubs aujourd'hui dans le commerce? Alors c'est sûr que sur le grand public, trouver un hub, ça devient relativement difficile. On va trouver, si vous allez chez un distributeur standard, je dirais l'équipement de réseau, vous allez trouver que des switches, et les hubs, ça se trouve plus. Et les hubs, ça se trouve maintenant plutôt chez les constructeurs industriels, donc des gens comme BR Automation ou autres. Et pour s'assurer de la pérennité, parce qu'il y a quand même un problème de pérennité sur long terme, on est sur une technologie ici dont on dit on préfère les hubs, et bien nous, tout simplement, au niveau de l'organisation EPSG, on a décidé de mettre un hub open source disponible qui marche sur des composants FPGA à partir de $4. Donc n'importe quel industriel aujourd'hui est capable de faire un hub, lui-même, pour $4 au niveau du matériel. Alors c'est important, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les automaticiens, tout le monde essaye de trouver des systèmes pour que ça marche avec ça. C'est des systèmes hyper compliqués à faire tourner. Alors un problème aussi important, c'est la robustesse aux perturbations électromagnétiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique dans toutes les machines, beaucoup de moteurs. Tout ça sur un seul et même réseau, donc le réseau, lui, doit être très robuste aux perturbations. Et là, on voit sur cette courbe-là, ici, la courbe verte, c'est en fonction du nombre de nœuds qu'on a sur le réseau, la résistance aux perturbations. Donc on voit que la résistance est très bonne. Et ici, il y a des réseaux concurrents, donc pour ne pas les nommer, par exemple Ethercat ou Cercos, qui ont un mécanisme ici qui n'est pas très robuste aux perturbations électromagnétiques. Donc ça, c'est un problème. C'est comme on l'a vu, le réseau devient le cœur de la machine. Là, si le cœur de la machine lui-même a des perturbations et on perd des octets par-ci par-là, c'est pas très bon. Donc ce qui est important, c'est vraiment PowerLink aujourd'hui, c'est un des meilleurs réseaux en termes de robustesse, de la même façon que Profinet ou Ethernet IP. Alors comment faire une implémentation de PowerLink dans les produits? Donc déjà, c'est un protocole ouvert, donc il n'y a pas de licence, pas de brevet. Les spécifications sont gratuites. Il y a une stack disponible open source. Ici, il y a des fournisseurs, dont HMS, qui font une présentation aujourd'hui, qui vendent soit des produits, soit des services autour de PowerLink. Au niveau de l'implémentation, on peut le faire sur n'importe quel type de matériel. Le dernier en date, c'est Texas Instruments. Bon, bien entendu, Altera, ARM, ST, Xilinx, Intel, AMD, les chips multiprotocoles, par exemple la société Share. N'importe quel type d'operating system. Aujourd'hui, les stacks sont disponibles sur tous les operating systems du marché. Donc là, ça explique ça, la complète ouverture de PowerLink, on veut le faire tourner sur n'importe quel type de machine. Alors, un document que vous trouverez, donc vous allez voir, il y a des sacs en haut de la salle. Vous pourrez prendre un sac, donc chaque partenaire a mis ses brochures dedans. Et cette brochure-là est également dedans, donc ça s'appelle Industrial Ethernet Fact, donc c'est une brochure que notre association a publiée
qui va comparer les 5 Ethernet du marché aujourd'hui, hein, donc les gros réseaux que sont Sercos, Profinet, Ethernet IP, Ethercat et PowerLink. Et pour chacun, on va aller comparer tout un tas de critères. Donc ça, l'idée, hein, l'objectif de ce document-là, c'est en fonction de vos machines, d'aller faire la solution et de prendre le réseau qui convient à vos besoins. Donc bien entendu, il y a différents types de besoins en fonction des machines. Et là, on essaye d'être le plus objectif possible pour vous donner des informations sur tous les réseaux disponibles. Donc il est téléchargeable aussi hein, sur le site ethernetpourlink.org. Il a été fait avec il y a 6 auteurs, donc de différentes sociétés ou différentes organisations. Et il est vraiment fait dans un objectif, je dirais, de permettre la comparaison, qui n'est pas toujours facile. Hein. On a relativement peu d'informations sur les réseaux en général. Les gens sont assez discrets sur les faiblesses des réseaux. Voilà, donc pour avoir des informations sur PowerLink, donc là pour clôturer ma présentation, vous avez bien entendu le site ethernetpowerlink.org et puis LinkedIn hein, qui prend pas mal d'ampleur, je dirais, dans le monde professionnel et qui, il y a un groupe sur lequel vous pouvez vous abonner hein, et puis il y a des informations qui sont mises à jour régulièrement sur PowerLink. Voilà, bah, je vous remercie. Si vous avez des questions, donc il y a des pauses, je suis disponible pour les pauses pour répondre à vos questions d'un point de vue technique ou autre sur PowerLink. Voilà, je vous remercie. Et puis,